Bien, merci. Du coup, on va passer à la troisième présentation à Valentin Delanoux, qui est président de l'Angemire et qui va nous parler un peu du point de vue des étudiants. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci beaucoup au CREF de m'avoir convié pour cette présentation qui va porter sur la vision des centres hospitaliers, des étudiants en MIR et plutôt des internes, des centres hospitaliers extra-universitaires et notamment de la réanimation. J'attends juste d'avoir ma présentation qui s'affiche, mais ça donne de... Merci beaucoup. Je suis docteur junior en médecine intensive réanimation. J'ai des conflits d'intérêts de conseil, d'enseignement et de financement associatif, puisqu'on est une association qui organise aussi des journées jeunes. Donc, en France, actuellement, on a 300 postes de réanimation qui sont vacants, avec 2 tiers des réanimations qui ont des postes vacants et près de la moitié qui en ont plusieurs. Les réanimations les plus touchées dans les dernières données étaient extra-universitaires, je pense que je vous apprends rien, avec 77% ont un poste vacant et parmi celles qui ont un poste vacant, il y en a 80% qui en ont plusieurs. Le ratio actuel dans les réanimations dans cette enquête qui date de 2024, c'était 0,36 équivalent temps plein par lit, avec un seuil recommandé à la fois de manière officielle et quand on fait les calculs selon les dernières RFE qui varient entre 0,6 et 0,8 équivalent temps plein par lit, quel que soit le mode de décompte pour gérer les patients de manière optimale. Une pression importante des équipes médicales avec à peu près 5 gardes de 24 heures par mois par médecin et près d'un tiers des services qui ont 5 équivalents temps plein ou moins, ce qui met en péril la permanence des soins dès lors qu'on a un équivalent temps plein qui est en vacances ou qui est en arrêt de travail. Et on sait que c'est un problème qui va s'aggraver, j'ai un peu l'impression d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais bon. Avec 10% des médecins qui partiront à la retraite dans les 5 ans et déjà près de 30% des réa qui sont dans des situations de pénurie critique. On a une démographie actuelle qui rend donc impossible le respect des recommandations qui sont parues en 2025 sur l'encadrement médical, l'organisation et le temps de travail, où il avait été recommandé qu'il y ait un médecin pour 6 lits de réanimation et 8 lits du USC maximum, avec durant les week-ends ou la permanence des soins maximum un médecin pour 14 lits et un médecin dédié à l'activité en dehors de la réanimation, que ce soit les avis qui sont donnés au sein de l'hôpital ou en dehors de l'hôpital quand on est un centre qui draine plusieurs hôpitaux de périphérie. Une seule recommandation qui avait un grade A, donc un agrément fort, qui était de ne pas travailler plus de 24 heures d'affilée. Et si on essaye de limiter à 4 gardes par mois sans faire des gardes de plus de 16 heures, vous vous rendez compte qu'avec les effectifs médicaux actuels, c'est strictement impossible. Et en dépit de ces postes vacants, quand on interroge les premières promotions de médecine intensive réanimation, quand on leur demande est-ce que ça a été facile de trouver un poste après l'internat, il y en a près de la moitié qui disent que ça a été difficile et 30% qui disent que ça a été moyennement facile de trouver un poste. Donc on trouve que c'est quand même assez... c'est 2 données qui paraissent un peu contradictoires et on sait, il suffit de voir la démographie des réanimations, qu'une majorité des internes de médecine intensive réanimation vont travailler au long cours dans des réanimations extra-universitaires. Et donc, quand Thomas m'a appelé, il m'a demandé finalement quelle vision ils ont de ces réanimations, ces internes et jeunes chefs de médecine intensive réanimation. Donc on a fait un auto-questionnaire qu'on a rédigé ensemble, qu'on a adressé à l'ensemble des promotions du DES MIR. Dans nos résultats, on a plus de femmes que d'hommes, ce qui est en accord avec les dernières promotions les plus récentes de médecine intensive réanimation. C'était une majorité d'internes et de docteurs juniors qui répondaient, un peu moins dans les jeunes chefs. Dans la pyramide des âges, ce qui est quand même un intérêt, il y en avait 25% qui avaient plus de 31 ans, mais sinon c'était que des moins de 30 ans. Et on avait un peu toutes les subdivisions qui étaient représentées, donc une étude qui était plutôt représentative du niveau national, et on n'avait pas qu'un seul pôle ou une seule région.
On a demandé à ces répondants où est-ce qu'ils exerçaient au moment de l'enquête. Donc on voit qu'il y avait une majorité qui était en CHG. Ensuite, c'était CHU et quelques autres étaient en disponibilité ou en année recherche. On leur demandait, puisque dans les maquettes, on a la possibilité de faire des stages en réanimation extra-universitaire, s'ils avaient fait ou s'ils comptaient faire un stage dans ces réanimations, et c'était une majorité écrasante des étudiants. Le seul endroit où on en a un peu moins, c'est l'Île-de-France. Et on leur demandait pourquoi ils étaient motivés pour faire ces stages. Majoritairement, c'était pour la polyvalence des cas, avoir des médecins qui considéraient seniors plus accessibles et un meilleur équilibre de vie personnelle et vie professionnelle qui est devenu une vraie question pour les étudiants, puisque sur les dernières enquêtes de l'ISNI, les internes en médecine intensive réanimation travaillent en moyenne 65 heures par semaine, ce qui est au-dessus de la loi, tout simplement. Ils trouvaient aussi qu'ils avaient trouvé, ou ils trouvaient qu'ils allaient avoir une intégration plus facile au sein des équipes dans les réanimations extra-universitaires. Et il y avait assez peu de personnes qui répondaient que c'était par rapport à un attachement au territoire. Et donc ça répond un peu à la question. S'ils y vont en tant qu'étudiants, on peut espérer qu'ils aient plus d'attache avec leur territoire, et notamment quand on a la chance d'avoir une première année de médecine qui puisse se faire non pas dans une grande ville. Donc les autres, les 17% qui n'avaient pas fait ou qui ne comptaient pas faire de semestre en réanimation universitaire, on leur demandait leurs appréhensions. La première, c'était la distance ou le temps de trajet qu'ils avaient à faire, d'avoir un plateau technique moins étayé, un peu plus d'un tiers qui avaient une moins bonne formation, et l'absence de spécialisation dans les services. On voit que ça se corrèle assez bien avec les territoires où étaient ces étudiants, où ils ont des services de réanimation très spécialisés. Quand on leur demandait, après leur stage, les points forts, le premier qui ressortait, c'était un meilleur équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle. La polyvalence des cas, ils la retrouvaient. L'accessibilité des seniors et les intégrations dans l'équipe étaient aussi pointées par les internes qui étaient passés. Les points faibles, c'était évidemment la distance et le temps de trajet, puisque beaucoup restaient dans leur ville de subdivision, la ville principale où était le CHU. Le plateau technique moins étayé avait été relevé et parfois un moins bon encadrement. Quand on leur parlait du poste de chef de clinique territoriale, donc pas forcément dans l'optique de faire de l'universitaire au long cours, mais on voit que déjà il y a une majorité qui ne connaissait pas l'existence de statut. Et quand on leur dit, mais finalement, si vous êtes dans un hôpital extra-universitaire et qu'on vous dit que vous avez la possibilité de faire de la recherche, eh ben, on voit que majoritairement, ça augmente l'attractivité, voire ça l'augmente beaucoup. Pour certains, ça ne change rien. Et pour un très faible nombre, ça rend l'idée un peu moins attractive. Mais on voit qu'en fait, c'est une vraie demande de la part de ces futurs internes de pouvoir faire de la recherche dans ces centres. Donc ces futurs médecins plutôt, la possibilité de participer aux enseignements facultaires dans un poste non universitaire. On a à peu près la même réponse avec plus attractif pour plus d'un tiers d'entre eux et près de 30% qui disent que ça rend ça beaucoup plus attractif. Quand on parle de la possibilité de réaliser une carrière hospitalo-universitaire, donc avec des postes territoriaux, on voit que c'est aussi quelque chose qui est demandé un peu moins, mais qui reste quelque chose de valorisé par les internes. Et quand on leur demande quels sont les freins à prendre un poste dans un centre non universitaire, il y en a un certain nombre qui disent aucun. D'autres qui soulevaient cette incompatibilité avec la carrière hospitalo-universitaire, soit pour faire de la recherche, de l'enseignement ou même encadrer des étudiants. Certains pointaient qu'il y avait des freins qui étaient mis par leur CHU, alors ça je pense que c'est très région dépendant. Et un certain nombre parlaient du plateau technique limité et parfois avec des difficultés avec les interlocuteurs spécialistes sur place qui n'avaient pas forcément eu dans leur CHU. Et c'est vrai, quand on fait de la médecine intensive réanimation, on est vraiment à la croisée de différents services de médecine ou de chirurgie quand parfois nos patients ont besoin de chirurgie et qu'on est en réanimation polyvalente. Et ça, c'est une difficulté qui a été pointée. Et il y a aussi des raisons extra-hospitalières, la distance avec le domicile et l'attractivité de la ville en elle-même. Quand on leur demande où est-ce qu'ils se voient exercer au long terme, il y en a un tiers qui disent en CHU, un tiers en CHG, un tiers en CH, 25% en CHG, un peu de mixte et assez peu finalement qui ne savent pas leur lieu d'exercice.
Et sur une autre enquête qu'on avait faite, il y avait 18% qui voulaient faire de l'universitaire. Donc on voit que certains veulent faire de l'universitaire en CHU, mais qu'il y en a quand même une majorité qui veulent bien venir exercer en CH et en CHG, et que ça motive. Donc c'est quand même un signal qu'on est content d'avoir pour l'ensemble de ces réanimations. Donc c'est la première enquête qu'on a faite sur la vision des jeunes mires des réanimations extra-universitaires. On les interrogeait sur de multiples facettes, que ce soit l'attractivité des réanimations au cours de l'externat ou pour prendre un poste long cours. La principale limite quand on fait des enquêtes, et c'est le cas pour toutes les enquêtes, c'est qu'on a un taux de réponse qui était plus faible que ce qu'on espérait. Donc on n'est jamais sûr que ça représente tous les étudiants, mais c'est le problème de ne pas rendre ces enquêtes obligatoires, mais en même temps on ne peut pas forcer les gens à répondre. Sur la discussion, les études de médecine, on fait 6 ans dans une ville universitaire, donc les gens construisent leur vie personnelle, et quand ils n'ont pas d'attache territoriale forte et qu'il y a un temps de trajet important, ça rend parfois la prise de poste difficile. On parlait de la vie personnelle, quand on a un conjoint ou une conjointe hors du secteur médical, c'est pas forcément évident de trouver du travail, et personnellement parfois quand il faut qu'il y ait eu un travail un peu global des villes et des territoires pour que ce soit plus attractif. Néanmoins, il y a des facteurs qui sont modifiables. C'est l'universitarisation des services par l'encadrement d'étudiants, l'enseignement et la recherche. Et avoir un plateau technique et une qualité des soins avec les interlocuteurs spécialistes, ça c'est vraiment un frein qui a été montré, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler dans ces réanimations pour montrer, une fois que les internes sont passés dans les services, qu'ils ne se disent pas que ça va être une difficulté dans leur pratique quotidienne. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci de nous présenter les résultats de cette enquête modeste en termes de nombre de participants, c'est vrai, mais ça nous donne quand même une idée à la fois des besoins et aussi des demandes des jeunes réanimateurs. Donc ça nous donne un substrat pour échanger. On voit que on a l'impression que la carrière extra-universitaire est attractive de façon différente que la carrière universitaire l'est également. On voit qu'il y a des leviers qui semblent modifiables pour augmenter l'attractivité de la carrière extra-universitaire, notamment l'universitarisation des territoires. Il y a aussi des facteurs qui ne semblent pas modifiables, et donc ça il faut qu'on fasse avec. Mais en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir une vision de ce que les futurs réanimateurs et les jeunes réanimateurs ont de leur travail. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions ? Oui, merci beaucoup Valentin pour ta présentation. Alors moi je suis chef de service à la fois sur le CHU de Dijon et Nevers. C'est un choix effectivement personnel et de couverture de territoire pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur les territoires. Alors nous on n'a pas de souci de recrutement au CHU de Dijon, à Nevers c'est plus compliqué. Et quels sont les conseils que tu pourrais me donner ? Parce que moi les jeunes je les côtoie, mais avec la différence d'âge, bien évidemment on n'a peut-être pas les mêmes discussions, les mêmes langages. Dans le plan attractivité, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Alors un chef de service dans un hôpital général ou un directeur d'hôpital ? Parce que les directeurs d'hôpitaux nous interrogent, c'est qu'est-ce que veulent les jeunes maintenant ? Est-ce que tu as une liste, comme ça je pourrais aller voir mon directeur et dire voilà, on a donné de l'argent, ça n'a pas suffi, on a obtenu 500 € via l'ARS. Bon, ça ne suffit pas effectivement, parce que Nevers est un petit peu éloigné de Dijon. Voilà, est-ce que tu aurais des propositions à me faire que je pourrais soumettre à ma direction ? Alors, il y a les primes d'attractivité territoriale, ça peut aider, mais ça ne suffit pas parce que c'est pas ce qui fait déplacer les gens. C'est aussi la question de la première chose qu'ils mettent en avant dans cette enquête, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et donc de réussir à leur proposer une organisation du temps de travail, comme ça a été fait dans certaines réanimations anciennement extra-universitaires, maintenant devenus universitaires, que je pense à Orléans, où ils ont eu une très forte attractivité du fait d'une organisation du temps de travail qui fait qu'actuellement ils n'ont aucun problème de recrutement, et pour les médecins titulaires ils sont passés aux gardes en 16 heures. Donc ça a été fait, mais ça nécessite un investissement en disant aux gens, à la fois il y aura un nombre d'équivalents temps plein qui vous permettra de répartir, d'avoir un bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, et aussi de dire qu'on vient travailler en équipe. Je pense que le fait d'avoir aussi ces RFE, ça permet de se dire qu'on ne se retrouve pas dans des réanimations extra-universitaires
où il y a des réanimations, on est 2 la journée, 1 la nuit, et il y a 17 lits. Et ça peut être assez difficile quand on est en début de carrière de se dire qu'on va avoir une gestion comme ça. Avec la journée, on est de garde et en même temps, on a le téléphone de garde. Donc le fait d'être en équipe et qu'il y a un certain nombre de postes et qu'ils aient une garantie en écoutant ceux qui sont partis, qui vont avoir un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, je pense que c'est le facteur majeur d'attractivité aujourd'hui. Merci beaucoup Valentin pour ces résultats-là de l'enquête que je découvre et qui est vraiment très intéressant. Moi j'ai une réflexion, mais je l'ai déjà faite, donc tu t'y attends. Je pense qu'il y a en effet un vrai travail à faire entre vous les jeunes et les centres hospitalo-universitaires pour qu'il y ait vraiment un pont qui se fasse entre les centres extra-universitaires et les centres universitaires, pour que les jeunes n'aient pas l'impression du tout, quand ils prennent un poste dans ces centres extra-universitaires, qu'ils se coupent du monde universitaire et du coup de ce qui a constitué leur formation initiale et leur schéma de ce qu'ils ont en tête, de ce qu'est la discipline qui est la nôtre, qui est vraiment une discipline dans laquelle vous êtes beaucoup formés dans les CHU, beaucoup aussi dans les centres extra-universitaires. Les enquêtes le montrent, il y a beaucoup plus de postes extra-universitaires. Et je pense que vous avez intérêt à embrasser ces carrières extra-universitaires tout en continuant à avoir un pont avec les CHU des subdivisions pour réussir à motiver les plus jeunes à aller dans ces centres extra-universitaires et que nous, les CHU, parce que je travaille dans un CHU, on facilite ces équipes territoriales qui permettent d'échanger les compétences, d'échanger en fonction des appétences de chacun, de l'enseignement, de la recherche, du soin. Et donc, moi, je suis convaincu que là, il est temps, les premières générations de MIR sortent sur le marché du travail. Il est vraiment temps que, à la fois du côté des CHU, mais aussi des plus jeunes, il y ait cette volonté de créer ces ponts entre les centres extra-universitaires et les CHU. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la difficulté, et ça fait partie aussi de la difficulté de la prise de poste, c'est que pour les internes, il y a une impression, je ne sais pas si on peut dire que c'est une réalité, mais un manque de transparence sur les postes. Et on sait que les postes à activité mixte, centres hospitalo extra-universitaires et universitaires, il y a, que ce soit la prime de solidarité territoriale ou la prime d'activité mixte, il y a des incitations à le faire. Je pense que ça permet aussi d'avoir un mode de pratique de son métier différent et qui est complémentaire. Et sur les groupes territoriaux, ça permet aussi d'avoir une vraie cohésion, notamment quand un CHU est un centre référent, qu'en fait il y ait des ponts entre médecins. Et je pense que dès son internat, on s'en rend compte quand on est passé en CHU et qu'on passe en centre extra-universitaire et qu'on a un patient adressé, les ponts sont beaucoup plus faciles une fois qu'on se connaît entre équipes. Donc c'est absolument essentiel. Mais je pense que la responsabilité là-dessus, elle va être partagée dans la mesure où il faut que ce soit des postes qui soient proposés dès le début. Et quand on en parle, j'ai pas de chiffres à donner, mais entre internes, il y a personne qui a proposé des postes territoriaux où on dit c'est du 80-20, du 50-50 en fonction des appétences. Et ça, je pense que c'est essentiel pour le fonctionnement des réanimations au niveau régional et aussi pour une bonne formation en post-internat. Et pour aller encore plus loin, est-ce que tu penses pas, ou est-ce que vous pensez pas que l'avenir, c'est pas finalement d'avoir aussi, alors je pense que Châlons, c'est pas forcément un bon exemple, parce que c'est quand même assez proche de Dijon et que c'est une ville très dynamique, et ça n'a rien à voir avec une ville comme Nevers, sans offenser Nevers, s'il y a des Nivernais dans la salle. Mais est-ce que c'est pas finalement l'avenir, c'est pas d'avoir des grosses équipes dans les CHU et d'avoir finalement des médecins peut-être qui partent un peu dans les territoires beaucoup plus difficiles, plutôt que se dire que voilà, malheureusement ces villes-là elles sont en difficulté, donc il y aura peut-être jamais d'étudiants. Alors moi je parle au nom des étudiants dijonnais, mais qui ont envie d'être praticiens à Nevers. Je pense que c'est pas un rêve là actuel, quoi.
Mais ça, c'est un vrai problème. Et là-dessus, on parlait il n'est pas là, mais avec Nicolas Leroll, qui est le président du CEMIR, de leadership exemplaire. Il y a un certain nombre de PU qui sont chefs de service et qui font une journée par semaine dans des réanimations extra-universitaires pour aller montrer leur soutien aux équipes, pour montrer qu'ils sont aussi là pour aider. Et eux, ça leur permet aussi, de parler avec les équipes, de refaire de la réanimation plus au contact, parce que c'est des réanimations qui ont parfois 2 ou 3 internes, donc planning à trous des internes qui ne sont pas toujours là, s'il y en a un qui est en repos de garde, un en vacances. Donc ça leur permet de refaire plus de cliniques, et les jours où c'est tranquille, ça leur permet aussi d'avancer un certain nombre d'activités qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont au CHU. Donc je pense que créer des équipes, il faut juste que ce soit vu, et ça je pense que c'est plus l'aspect administratif où j'avoue mon absence de compétences. Pour compléter ce que tu disais, Marine, je partage assez ta vision. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce que tu penses, mais en tout cas, ça a été ta question. Il est dans certains hôpitaux périphériques qui sont très en périphérie, l'activité partagée, c'est quand même quelque chose de compliqué. L'attractivité avec les facteurs non modifiables est très basse, et on aura quand même un problème à terme. Et je partage assez ce que tu as dit tout à l'heure. Il est peut-être plus facile d'imaginer étoffer des équipes dans les CHU ou dans les centres hospitaliers de périphérie, mais attractifs, avec une possibilité d'aller plus souvent et plus via des dispositifs comme la prime de solidarité territoriale que tu as évoquée, pour aller et faire des plannings de garde dans des hôpitaux vraiment très éloignés. Le problème que je vois à ça, c'est que du coup il faut financer un sureffectif dans les CHU et dans les gros centres, et donc peut-être via une approche territoriale on peut trouver ces financements, mais probablement que nos directions locales elles vont tiquer un petit peu, quoi. Il y a JS. Oui, non, mais c'était exactement l'aspect financier. Moi, c'est vrai que pour travailler à Trévenans, mes co-internes, ce qui les gêne le plus, c'est pas du tout l'activité qu'ils ont. Ils se trouvent ça extrêmement intéressant et pertinent. C'est surtout financier. C'est les trajets, c'est 700 € par mois entre l'essence, les péages, voilà. Et pour moi, des collègues en tout cas, à Trévenans, il y aurait eu d'autres personnes qui seraient venues, mais pour eux c'est vraiment financier, quoi. À la limite, voilà. Pour rebondir sur la partie financière, pensez aux collectivités, clairement. Il y a des dispositifs pour les étudiants en médecine, les collectivités accompagnent. Et si vous allez voir, là on parle de très peu de personnes au final. C'est des gens qui vont faire un clinica ou qui vont faire un poste internat, quel qu'il soit, ou prendre un nouveau poste dans un centre hospitalier de territoire. Peut-être qu'il y a des accompagnements qui sont envisagés aussi, des compléments qui sont envisagés par les collectivités. En tout cas, ça vaut le coup de leur poser la question, et vous avez une belle démonstration ce matin d'élus qui sont prêts à jouer le jeu. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais il faut les mettre au défi, pourquoi pas. C'est ce qui est fait beaucoup pour les internes de médecine générale à Lyon, et à côté de Lyon, pour toutes les périphéries de Lyon, ils ont des primes qui montent jusqu'à 500 ou 600 € par mois pendant leur internat, ce qui n'est pas négligeable, notamment pendant l'internat, et juste pour aller en stage, sans aucune obligation d'installation après. Évidemment, elle est reconduite, cette prime, s'ils viennent s'installer après. Donc il y a une vraie question d'attractivité qui joue aussi sur le côté financier, parce que c'est des trajets qui sont coûteux et des gens qui ne sont pas forcément prêts à se délocaliser. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et juste pour revenir sur le nombre de praticiens, je pense qu'un facteur majeur d'attractivité, c'est de dire j'ai pas un poste ouvert et en fait on va passer de 4 à 5 dans notre réanimation. C'est de dire j'ai 3 postes ouverts, venez à plusieurs. J'ai pas 3 postes ouverts parce que ma réanimation a une ambiance catastrophique et que le chef de service est un démiurge, mais j'ai 3 postes ouverts parce qu'en fait j'ai été voir mon administration, je leur ai montré ces recommandations qui ne sont pas réglementaires, mais qui sont des recommandations de bonne pratique, et de dire en fait voilà, si on veut tendre à ce modèle qui permettra de recruter des gens et d'être attractif, il faut qu'on arrive à ouvrir 3 postes, et parfois les gens viendront à plusieurs. Je rebondis juste, pour Nevers, clairement en gros, c'est pas que le réanimateur qui doit aller à Nevers. Il faut qu'il y ait le réanimateur, il faut qu'il y ait le cardiologue, il faut qu'il y ait le chirurgien, etc. Et c'est ça qui va aider finalement. Le souci qu'on a, c'est que on n'a pas d'urgentiste. Le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas le spécialiste qui va pouvoir nous aider quand on l'appelle, etc. Donc en fait, il faut y aller à plusieurs. Si c'est que les réanimateurs qui vont à Nevers, ça fonctionnera pas. Si c'est
tous les spécialistes en même temps qui vont à Nevers, ou en tout cas plusieurs, ça marchera, mais peut-être qu'il y aura d'autres problèmes locaux qui vont empêcher que ça soit possible. Une dernière question, remarque du coup. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Thomas, nous à l'Opten en Franche-Comté, on a rencontré avec Rolio Badi là, le département, enfin une entité du département qui, pour favoriser la venue de nouveaux médecins, nouveaux soignants, ils aident leurs concubins à trouver du travail. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ça marche. En tout cas, c'est incitatif en tout cas. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce matin. On a pris un peu de retard sur le déjeuner. Du coup, il y aura une tolérance d'une quinzaine de minutes par rapport à l'horaire initial pour vous laisser le temps de vous restaurer convenablement. Et à tout à l'heure.